Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de l'histoire de Joseph et de ses frères avec le professeur André Ouenin, professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. André Ouenin, bonjour. On a parlé de Judas, on a parlé de Joseph, on a un peu mieux cerné ces deux personnalités, mais au tout début de cette web-série, nous avions abordé le conflit familial avec les fameux 10 frères. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ceux-là dans le récit? Dans le récit, les frères sont bien sûr restés en Canaan et on a raconté l'histoire de deux frères qui se sont séparés de la fratrie, l'un à son corps défendant, l'autre en revanche parce qu'il s'est écarté lui-même. On a vu comment ces deux personnages avaient évolué. Et tout ça, en fait, ça prend 20 ans. Et 20 ans plus tard, on se retrouve à la première année de famine que Joseph a annoncée. Une famine qui s'étend non seulement à l'Égypte, mais qui s'étend à tous les pays environnants. Autrement dit, la famine frappe aussi Canaan, donc aussi la famille de Jacob. Et les choses vont reprendre, donc on va retrouver ses frères, parce que Jacob, apprenant qu'il y a du grain en Égypte, envoie ses fils pour aller chercher du grain en gardant avec lui Benjamin, qui a bien sûr grandi depuis lors, parce qu'il a peur qu'il lui arrive malheur en chemin. Autrement dit, ça veut dire que dès le point de départ, on voit que Jacob a reporté sur Benjamin, le deuxième fils de Rachel, donc le vrai frère de Joseph, il a reporté sur Benjamin la préférence qu'il avait au point de départ pour Joseph. Autrement dit, la source du conflit initial est une source de conflit qui est toujours actuelle, puisque Jacob recommence le même jeu avec le frère de Joseph. Donc il envoie les 10 frères en Égypte, donc les 10 aînés, si je peux dire, en Égypte, pour aller chercher du pain. Et Joseph est celui qui distribue le grain aux gens qui arrivent pour venir se ravitailler. Et donc Joseph va se retrouver face à ses frères, ou les frères face à Joseph, avec une grosse différence, c'est que Joseph reconnaît ses frères, mais qu'eux ne le reconnaissent pas. Et donc cette disparité va jouer pendant 3 chapitres, avant que Joseph se fasse reconnaître par ses frères au début du chapitre 45, ils sont au chapitre 42, et Joseph va profiter d'une certaine manière de cet anonymat pour tenter de faire en sorte de faire évoluer ses frères vers une manière d'être qui soit véritablement fraternelle. Autrement dit, au point de départ, on a une fratrie qui n'est pas fraternelle. Joseph veut faire en sorte que cette fratrie devienne fraternelle. Et pour ça, eh bien, Joseph va faire revenir progressivement la parole. Je vous avais dit tout au début que ce qui ne marchait pas dans cette famille, c'est que la parole était contaminée par la haine et la jalousie et qu'il n'était plus possible de parler aux autres pour faire de la paix. Et donc ici, Joseph va tenter de faire en sorte que la parole retrouve sa place pour que les frères puissent trouver, d'une certaine manière, le chemin de la fraternité. Alors paradoxalement, ce que Joseph commence à faire pour provoquer des choses, c'est leur parler durement. Et en leur demandant « D'où venez-vous » ? « On est venu de Canaan pour acheter du grain, etc. »« C'est pas vrai, vous êtes des espions, etc. » Et donc Joseph qui a reconnu ses frères, va mettre ses frères sous pression tout de suite, reprenant au fond la situation comme elle était restée 20 ans auparavant, c'est-à-dire dans un langage dur, qui était en quelque sorte manipulé par la haine, en tout cas à base de haine et de jalousie. Et donc Joseph va mettre ses frères immédiatement sous pression en les accusant d'être des espions. Et les frères, être une accusation comme celle-là, c'est une accusation dont il est très difficile de se défendre. Évidemment, un espion n'a pas dans sa poche une carte qui dit « je suis un espion ». Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les frères? Ils disent « mais c'est pas vraisemblable, parce qu'on est tous des frères ici ». Évidemment, ils pensent parler à un Égyptien, Joseph sait très bien que ce sont des frères. Et donc, au fond, l'idée, c'est quel roi, quel leader d'un peuple aurait l'idée d'envoyer 10 frères comme espions? On va choisir les meilleurs, pas 10 frères. Joseph, voyant que ça marche, continue à pousser sur le clou, et il dit non, non, on est 12 frères. Mais il y en a un qui n'est plus, alors qu'il est juste devant eux, mais qui ne l'ont pas reconnu, et l'autre est resté avec son père en Canaan. Et alors Joseph comprend que, Jacob vit toujours, après 20 ans, ce n'était pas gagné forcément, que son petit frère Benjamin, qu'il ne voit pas parmi eux, est toujours vraisemblablement en vie, et que aussi s'il est resté en Canaan, c'est peut-être parce que Jacob a recommencé avec Benjamin ce qu'il avait fait avec Joseph, et donc potentiellement la famille est de nouveau sous la menace d'un conflit fraternel. Et alors Joseph va tenter de vérifier, enfin il va mettre ses frères sous pression pour leur dire maintenant on va vérifier vos dires.
Et il commence par leur dire qu'il y en ait un qui retourne pour chercher Benjamin, et les autres seront mis en prison. Et lorsque Benjamin arrivera, on verra bien que vous n'êtes pas des espions, alors les choses iront bien pour vous. Et puis Joseph les met 3 jours en garde à vue. Et là, après 3 jours, il va les reprendre. Alors, ce que Joseph est en train de faire, c'est mettre ses frères dans la position qui était la sienne 20 ans auparavant, quand ses frères l'ont mis dans un trou, que Joseph ne savait absolument pas ce qu'il en serait de lui, angoissé d'une certaine manière par rapport à la mort auparavant. Eh bien, il fait vivre à ses frères exactement la même chose qu'ils ont imposé à leurs victimes sans le savoir. Et puis il les ramène, il les reprend 3 jours après, il leur dit, comme s'il avait, au point de départ, probablement Joseph est un peu surpris, et donc il improvise. Mais après 3 jours, il a repensé les choses. Et cette fois-ci, il envoie tous les frères, 9 frères, il les envoie avec du grain pour nourrir les familles en Canaan, et il en garde un comme otage en disant vous récupérerez l'otage lorsque vous arriverez avec votre frère, avec votre petit frère. Et là, il les oblige à une autre chose. Il les oblige à retourner en Canaan avec un frère en moins. Donc à se présenter devant leur père avec un frère en moins, exactement comme 20 ans plus tôt, ils s'étaient retrouvés devant leur père avec Joseph qui n'était pas là. Autrement dit, Joseph est en train d'obliger les frères à retourner en arrière, à revisiter en quelque sorte le mal qu'ils ont fait et à Joseph et à leur père, en vivant la même situation d'angoisse devant l'avenir et en les remettant dans une position où ils vont devoir affronter leur père et aussi la douleur de leur père d'avoir perdu un autre enfant. Le Joseph en question, est-ce qu'il essaye que ses frères aussi se remémorent l'événement de leur trahison, de l'avoir mis... et là, est-ce que les frères prennent conscience ou pas encore dans le récit? En fait, juste après que Joseph leur a fait cette proposition, ils parlent entre eux sans savoir que Joseph comprend, parce qu'on apprend qu'il y a un interprète, puisque Joseph est égyptien, soi-disant. Et donc ils parlent entre eux en disant « Hélas, nous nous sommes rendus coupables contre notre frère, lorsque nous avons vu la détresse de son âme, lorsqu'il criait vers nous et que nous n'avons pas écouté, c'est pourquoi maintenant cette détresse nous atteint. » Autrement dit, Joseph amène ses frères à prendre conscience du mal qu'ils ont fait à leurs victimes, et donc à revenir de quelque sorte en arrière, pour voir les choses dans une autre lecture, puisque ayant subi ce que leurs victimes ont subi, ils peuvent maintenant comprendre ce qu'ils ont imposé à Joseph. Au fond, Joseph est en train de faire œuvre de pédagogue. Pédagogue qui dit, si Joseph avait été catholique, il aurait pardonné tout de suite. Joseph n'est pas catholique, heureusement pour nous, et donc il comprend que s'il pardonne, en fait, il ne sait pas ce que sont devenus ses frères. Il va pardonner à des gens dont il ne sait pas s'ils ont évolué positivement ou négativement. Et donc, ce que Joseph va faire, c'est faire en sorte de vérifier où ses frères en sont par rapport à la fraternité, mais aussi de leur faire prendre conscience du mal qu'ils ont fait autrefois, et à leurs frères et à leur père, en espérant que prendre conscience ainsi du mal va leur permettre de faire d'autres choix. Sauf qu'il va falloir attendre un peu de temps pour voir comment cette pédagogie va finir par payer. Et le frère qui va rester, qui va être mis en prison, qui va être otage, comment est-ce qu'il est choisi? Eh bien, en fait, c'est Siméon qui va être choisi. Et Siméon va être choisi, je pense, pour 2 motifs. Le premier motif, c'est que dans la fratrie, Siméon, c'est le numéro 2. C'est celui qui suit Ruben. Le numéro 2, c'est-à-dire celui qui correspond à Joseph, qui est l'avant-dernier. Autrement dit, c'est un peu le frère en miroir de Joseph. Mais aussi, les frères se sont eux-mêmes accusés de ne pas avoir écouté la détresse de leur frère. Et le nom de Siméon vient d'un verbe qui signifie écouter, justement. Autrement dit, c'est comme s'ils regardaient celui qui est témoin du fait qu'ils n'ont pas écouté. Alors pour les frères, évidemment, ils vont retourner, ils vont demander un Benjamin, et là, ça doit être le père qui va devoir écouter, bien sûr. Ce Siméon, vous le disiez, c'est le 2e. Oui. C'est également la place qu'occupera toujours Joseph. Tout à fait. Donc, d'une certaine manière, il désigne... En fait, c'est une chose que je ne vous ai pas dite, mais en fait, derrière toute cette stratégie de Joseph, il y a aussi l'espoir que les frères le reconnaissent.
et donc les remettre dans une situation de 20 ans, garder Siméon, etc. Tout ça, ce sont des signes qui devraient permettre aux frères de se dire, mais qui est cet homme qui fait toutes ces choses-là, qui nous renvoie à notre passé, etc. Et en fait, c'est une stratégie de Joseph qui va complètement échouer, celle-là. Par contre, l'autre stratégie, celle de faire revenir le langage, va être possible. D'ailleurs, quand les frères se sont auto-condamnés, hein, Joseph, qui a entendu, va se réfugier, va se mettre à pleurer, et puis il va revenir et il va parler avec eux. Voilà. Et puis alors il les renvoie mais en mettant l'argent au-dessus de leur sac. Hein. À l'étape, un des frères trouve l'argent et il commence à être paniqué. Joseph les met sous pression, en fait, en leur remettant l'argent, il leur dit, vous gardez une dette envers moi, vous n'êtes pas quitte. Ils arrivent chez leur père, ils déballent leur sac, ils ont tous l'argent. Qu'est-ce que fait le père? Ils ont du grain, ils ont l'argent, ils n'ont pas Siméon. Donc, ils ont vendu Siméon pour avoir du grain. Et maintenant, ils réclament Benjamin, puisque Joseph a demandé que Benjamin est là, alors que les frères avaient fait tout, avec une rhétorique superbe pour essayer d'arrondir les angles pour ne pas que le père s'effraie. Hein. En voyant l'argent, évidemment, tout le monde prend peur. Les frères prennent peur parce qu'ils se rendent compte que le père ne va jamais lâcher Benjamin. Et le père prend peur parce qu'il se dit, voilà, la prochaine fois qu'il va aller en Égypte, c'est pour vendre l'autre frère encore. Et alors là, il refuse catégoriquement en disant « Mon fils ne descendra pas avec vous, son frère est mort et il est resté seul de sa mère. » Eh bien, c'est terminé. Et alors Ruben, qui veut toujours bien faire, mais qui en fait toujours trop, Ruben va proposer de se porter garant de Benjamin, au point que s'il ne le ramène pas, Jacob pourra tuer ses deux fils. Comme si ça pouvait consoler un grand-père de tuer deux de ses petits-fils pour compenser la perte de deux de ses fils. Ça n'a pas de sens. Et Ruben va sortir de scène comme ça, parce que totalement inadéquat par rapport à la situation qui s'est créée. Mais nous verrons ce qui va se passer dans un prochain numéro. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.